Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'anthropode quoi? L'Anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie? Une production VoyageCast. En collaboration avec Anne-Laure. Bonjour et bienvenue sur l'Anthropodcast, ici Jonathan, chevalier de Franck. Salut Franck. Salut Jonathan. Alors la dernière fois on avait parlé un peu de l'anthropologue, ce voyageur, qu'est-ce que c'était l'anthropologie un peu, quelles questions on devait se poser. Aujourd'hui on va poser la question, qu'est-ce que c'est ce concept du bon sauvage, qui est quelque chose d'un peu étrange aujourd'hui. On va pas forcément faire tout l'historique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un peu ce concept du bon sauvage? Ah oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça revient tout le temps. C'est ça. C'est un petit peu quelque chose tu l'as sans doute rencontré même aux Philippines, par exemple, récemment où tu étais. C'est vrai que souvent, lors de mes voyages, je peux constater, notamment quand on est dans des lieux un peu perdus. Moi, je suis souvent en Indonésie, où je suis un peu basé, et je vois que quand je suis du côté de chez les Papous, par exemple, c'est un peu cliché, mais aussi chez les Toraja, chez les Mentawai, chez les Batak, chez les Minangkabau, enfin dans différents peuples qui habitent dans l'archipel indonésien, je vois que quand on voit des voyageurs, mais parfois aussi des locaux, tout simplement, c'est pas forcément des voyageurs au long cours, ça peut aussi être des gens qui viennent d'une ville qui est à 100 km. Et donc on voit cette vision un petit peu complètement délirante que des personnes ont des autochtones. Tout simplement. C'est-à-dire ce côté dans le genre, le bon sauvage revient d'un ce coup comme une sorte de mythe absolu, de mythe premier, tu vois, qui viendrait alimenter une sorte de fantasme, d'imaginaire, qui est souvent nourri, je dirais quand même de manière par l'Occident à la base, parce que c'est quand même lié justement au siècle des Lumières, notamment, où à un moment donné, on a tellement critiqué les cannibales et les méchants sauvages pour leur barbarie, etc., que d'un ce coup, avec Voltaire, Diderot, Rousseau, etc., il y a eu tout ce regard nouveau qui était très positif d'un ce coup, genre les traits persanes par exemple aussi, il y a aussi même dire Montesquieu, etc. Donc on voit comment on a eu toute une vision beaucoup plus positive. L'autre devenait d'un ce coup mieux que nous. Donc on voit toujours l'histoire que l'autre, on cherchait un peu peut-être une nouvelle voie, une autre solution, des réponses à des problèmes qu'on avait déjà. Et on voit que ce qui existait déjà à ce moment-là chez les encyclopédistes du XVIIIe siècle ressurgit tout le temps depuis, je dirais, mais surtout par exemple aujourd'hui, surtout en période de doute, de déclin, de choses comme ça. On voit que les gens, quand ils voient des chamans qui ont un pouvoir comme ça, qu'on leur donne, qui est soit vrai, soit pas vrai d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est le symbole. Donc on voit comment l'importance d'un seul coup qu'on leur donne est complètement délirante. Donc on a vu ce film, par exemple, Mange, prie et aime, avec Julia Roberts qui jouait dedans, d'après le bouquin de Elisabeth Gibert, qui était un best-seller. Donc on voit aujourd'hui, je dis ça parce que je connais un peu les lieux à Ubud, à Bali, où ça a eu lieu. Et on voit comment ça a eu un attrait, un engouement absolument délirant de la part de toutes les femmes américaines, blanches pour la plupart, qui ont déjà un certain âge, qui viennent voir les chamans et qui vont payer $20 ou plus ou moins, et pour qu'ils lisent dans la main leur avenir. Et donc on voit, c'est un exemple, mais on voit comment d'un ce coup il y a un engouement comme ça pour l'industrie du bien-être, ce que j'appelle un peu comme ça. Donc ça va du yoga au massage, tout ce qu'on voudra, au bouddhisme notamment. Et donc on voit comment aussi il y a tout ce besoin qui en fait répond aussi d'une certaine manière au mythe du bon sauvage, parce que quelque part on est plus dans le sauvage classique à la Rousseau, mais on est dans une vision de l'altérité radicale, et on a l'impression tout simplement que l'autre est meilleur, parce que nous on ne sait plus trop où on va, donc on va chercher chez l'autre, qu'on va certainement idéaliser, idolâtrer, je dirais même jusque là. Et ça c'est le problème, c'est que c'est toujours le problème de on n'arrive pas à prendre l'autre pour ce qu'il est. On le voit pas tel qu'il est, mais tel qu'on aimerait bien le voir. Et c'est ça le vrai problème. Comment on fait? Parce que c'est vrai que ce concept du bon sauvage, tu l'as dit, je l'ai vu aux Philippines aussi, ce qui est normal, parce que nous on est tous, je suis suisse, on n'est pas si stressé que ça, on en a discuté avant, mais on est quand même un peu stressé, on est dans un cadre hyper défini, et puis on va dans un pays où on a des gens, des fois, où vivent dans la forêt, ou vivent beaucoup plus simplement. Puis c'est vrai qu'on se dit, ah mais regardez, ils sont heureux, et comment faire pour justement pas avoir ce regard-là? On disait avant,
il y a le regard un peu du bon sauvage, c'est-à-dire ils sont meilleurs que nous parce qu'ils sont différents. Et puis il y a le côté aussi d'autres personnes peut-être qui vont se dire ah mais non, ces gens vivent dans une pauvreté extrême. Il y a vraiment ces deux extrêmes-là. J'ai utilisé avant le terme de voyageurs équilibrés parce que alors je sais pas si c'est mon côté neutre suisse qui cherche l'équilibre, mais comment est-ce que je fais en tant que voyageur justement pour avoir un regard entre guillemets juste sur l'autre justement que je viens visiter. Oui, je pense que moi je préférais peut-être le terme de voyageur plus harmonieux, la recherche de l'harmonie, tu vois. Ah, c'est Parce que bon ça. c'est le contraire de l'équilibre, c'est le déséquilibre. Donc si c'est un déséquilibré, c'est pas très bon. Mais je veux dire, c'est vrai que moi je dirais juste quelque chose d'important, c'est effectivement on a cette quête de l'exotisme en fait qui vient se greffer toi sur cette demande de vision un peu comme ça fantasmagorique quasiment, tu vois, si tu veux, sur le bon sauvage. Et c'est vrai qu'on a toujours envie de voir des choses extraordinaires. Et je dirais que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que, inconsciemment ou non d'ailleurs, c'est qu'on voit que quand on part en voyage, on est toujours influencé par des images exotiques et par, je dirais, toute une industrie de la carte postale, si on veut. C'est-à-dire un côté dans le genre où, par exemple, on va pas parler des réalités politiques, ni des réalités sociales, et rarement des réalités économiques. Par contre, on va parler des coutumes, du folklore, des belles plages, des belles choses, des sites de l'UNESCO, etc. Et donc quelque chose on va pas vraiment parler des vrais problèmes. Donc quelque part, quand on va à Tahiti, ben voilà, on voit une danse typique, on est déjà dans la carte postale. Je le vois souvent à Bali où j'habite partiellement. Je vois souvent quand les gens viennent là-bas, bon, bah, ils ont leur image type, hein, complètement cliché d'ailleurs, sur qu'est-ce que c'est que un balinais ou une balinaise, etc. Et les balinais jouent là-dessus, jouent leur propre rôle, évidemment, de bons sauvages. Puisqu'ils savent que, ça ramène plus d'argent, c'est plus efficace en termes d'économie touristique, et c'est plus efficace aussi par rapport à... C'est plus simple de répondre à la demande, d'une certaine manière. Et donc, on voit aussi ce problème-là qui est très... Si on était un petit peu plus, je dirais, si on prenait plus de recul, simplement. Si on arrivait à, par exemple, à s'occuper un peu plus des réels problèmes, donc on serait plus dans cette quête absolument où on serait en train complètement de délirer sur l'autre en pensant que il est vraiment mieux que nous. Ah, nous on a tout perdu. Ah, chez nous avant c'était bien, c'est plus bien. Donc on est dans une sorte de nostalgie comme ça un petit peu délirante. Et ça, je crois que c'est très mauvais parce que on est plus dans le repli, dans un déclin d'une certaine manière, et parfois de la désespérance, plutôt que dans de la construction, dans quelque chose, et notamment de la construction d'une relation ou d'un rapport à des gens. Et donc l'autre est un prétexte pour que nous allions mieux. Et ça, c'est un problème. Quand on part quelque part et on trouve que l'autre il est tellement génial, c'est parce que nous, quelque part, on se pense pas très bien, donc on n'est pas très heureux. Et c'est parce qu'on d'abord on veut régler un problème. Donc on le voit bien, l'industrie touristique l'a bien compris, puisque ils disent souvent à voyager pour vous ressourcer, voyager pour revenir meilleur, etc. Donc on voit comment on est dans cette logique un petit peu de la mondialisation aussi, mais aussi une logique commerciale du voyage, qui montre que tout simplement, on attend toujours un déclic, on attend toujours qu'il se passe quelque chose, et souvent l'autre est un prétexte à ça. Et malheureusement, que ce soit le balinais, le papou, l'inuit ou le touareg, il aimerait juste que peut-être qu'on le prenne pour ce qu'il est, quoi. Et ça, c'est plus compliqué, parce que ça veut dire ces vrais problèmes, comment chercher de l'eau tous les jours, comment arriver à nourrir son fils, comment payer l'école, des choses un peu tout simples dans la vie. Et ça, c'est plus compliqué, ça intéresse moins de monde déjà, et on n'est plus dans l'affichage, et on n'est plus dans quelque chose qui parle à des occidentaux, par exemple, qui ont envie d'être dans une image fixe, je dirais une image figée dans l'histoire. Et là, on voit je dirais tout le poids de l'histoire et le poids de notre culture. Et ça, c'est pareil, je dirais, c'est pas seulement les occidentaux, on va retrouver ça aussi à chinois. Je prends juste un exemple, par exemple, au Cambodge, où j'étais il n'y a pas trop longtemps, et je vois comment au nord du Cambodge, dans la province de Ratanakiri, il y a par exemple quelques ethnies qui vraiment souffrent terriblement d'acculturation. Et en fait, on voit comment des Cambodgiens qui viennent de Phnom Penh, donc qui sont très déjà certains, on va dire, très urbanisés, de manière voilà, occidentalisés, modernisés, certains cynisés. On voit comment ils viennent avec une vision, ils demandent, voilà, ils font habiller leurs enfants les mêmes costumes que l'ethnie du coin, et ils les prennent en photo dans la petite hutte. Donc c'est pas seulement le touriste étranger Voilà, qui se retrouve là-dedans. Voilà, c'est pour ça que je dis que tout le monde est concerné par ce regard sur l'exotisme qui pose problème. Et malheureusement, on est très souvent, pour rester un peu dans la littérature, pour changer un peu, c'est que on est beaucoup plus dans une vision de Pierre Loti,
que de Victor Ségalen. Je pense que ce serait mieux d'aller vers du Ségalen que vers de Loti, par exemple, par rapport à cette problématique du regard sur l'autre, en fait. Selon ce que je comprends, est-ce que du coup, le voyageur ou l'anthropologue a un regard froid sur la situation? Parce que tu vois, il y a un côté un peu fantasme dans le voyage, tu vois, j'ai envie d'aller là-bas parce que c'est plus beau que chez moi, parce que les gens sont géniaux. Et finalement, si on se dit oui, je vais là-bas parce que les gens sont différents, c'est peut-être plus dur, tu vois, ça demande une motivation qui est quand même bien différente. Ouais, je pense qu'effectivement, les gens qui vont partir dans des endroits comme ça, c'est toujours parce qu'ils ont une quête, en fait, une quête C'est ça? souvent personnelle, intérieure. Souvent, c'est pour régler un problème aussi qu'ils ont avec soi eux-mêmes. Mais c'est très intéressant de voir qu'ils vont en fait chercher des réponses à des soucis qu'ils peuvent avoir. Et donc, ce qui est bien, c'est de voir que ils vont être toujours dans une attente. Et souvent, il y a la déception. Il y a des déceptions au bout parce qu'on ne regarde pas les réalités, hein. On est dans un On autre voit que c'est la monde. même chose que chez nous, souvent. Voilà, déjà on voit que, ben, bien sûr, on voit avant tout que c'est toujours la même chose que chez nous, que c'est les mêmes problèmes, et on n'a pas envie de voir nos problèmes. On va là-bas pour voir autre chose. Et donc quand on revoit que c'est les mêmes problèmes, et que parfois c'est pire, alors c'est là où ça devient malsain parfois, parce que parfois, ben, ils sont très contents quand ils voient que c'est pire, parce que ça les rassure sur leur petit bonheur. Et donc souvent, je me rappelle de gens que j'ai pu voir rentrer dans un village au Vietnam, et qui me disaient, mais c'est pas possible, tu vois, même là, les gens quand même ici sont très développés, hein. Alors j'ai dit, bah oui, il y a des gens qui sont développés, bah, tant mieux pour eux. Et puis après, ils me disent, mais pour les photos en plus, t'as vu, il y a des fils partout, des fils électriques. Et je dis, oui, mais le Vietnam sans fil, je peux pas encore vous le proposer, hein, parce que c'est impossible, hein. Donc on voit comment parfois les gens, ils ont une sorte d'idée absolument délirante sur une destination, un village, une population. Et ben, je veux dire que, et donc ça les choque quand des Hmong, par exemple, au nord du Vietnam, ils ont tous des smartphones dernier cri. Ça les choque que les balinés en milieu rural, ils sont tous sur Facebook. Ben ouais, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et puis même chez les pauvres, quoi, hein. Je veux dire, parfois ils ont seulement 1 ou 2 repas par jour, mais ils ont Facebook. Et ça, c'est pas évident pour un occidental qui cherche un petit peu de l'exotisme et qui cherche un petit peu cette vision, si tu veux, du bon sauvage, parce qu'il a besoin de se ressourcer lui-même, il a besoin de se rassurer. Je pense que c'est quand même un problème qui est très important, c'est que notre société vit des moments assez de doute, je dirais, et elle a besoin de se rassurer en permanence. Et donc, on a ce phénomène de réassurance, d'ailleurs, qui se met en place. Et je dirais que que souvent ça crée de telles déceptions, mais parfois même un peu de violence, quoi, un peu d'agression, hein, un peu d'agressivité en tout cas. Et on peut voir qu'il y a des gens qui réagissent mal parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, et pourquoi ils sont déjà comme nous, nous on a fait toutes les bêtises, maintenant ils font la même chose. Donc ça c'est évidemment parfois ça peut être vrai quand les gens construisent des routes n'importe où ou construisent des centrales nucléaires ou je ne sais quoi encore. C'est évidemment pas très intelligent, mais en même temps on peut quand même s'interroger sur le bien fondé de toujours se renvoyer à notre propre vision des choses, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait lâcher du lest, tout simplement, et prendre les gens pour ce qu'ils sont, et les regarder tels qu'ils sont, et les accepter tels qu'ils sont. Et donc, c'est aussi nous accepter nous-mêmes, un peu mieux. Et je pense que si on peut rentrer après au pays en étant un petit peu mieux comme ça, on sera au retour également un peu mieux dans sa peau, et peut-être on arrivera à mieux accepter le réfugié syrien qui arrive, ou le Rome qui arrive aussi, et tous ceux qui sont, enfin l'Europe qui est plutôt sur place depuis déjà 5-6 générations, et puis aussi tous les autres personnes qui nomadisent, hein, d'une manière ou d'une autre, parce que je pense que le respect, ça passe par là. Le respect, c'est d'abord accepter les gens comme ils sont, et pas être sur des fantasmes. Et c'est pas facile parce que notre histoire nous a inculqué, en fait, d'une certaine manière, cette vision des choses. Ouais, puis bon, je pense que c'est aussi entretenu par Hollywood, de nos lectures, enfin, c'est entretenu par beaucoup de choses. En tout cas, je trouve Les assez médias, intéressant. beaucoup les médias, Les médias, surtout, ouais, voilà, surtout, je dirais les médias le dominants, ouais. marketing, tout ça. Mais ceci dit, c'est intéressant parce que du coup, le voyage, c'est en effet un accomplissement, mais il faut faire quelque chose avant pour que son voyage soit de meilleure qualité, selon ce que tu as dit justement, travailler sur nous-mêmes, justement. Peut-être qu'à quelque part, si on est bien dans notre pays, on va en même temps pouvoir être bien dans un autre pays. Oui, je crois que ce qui est très important, c'est que quand on a des problèmes, on les emmène avec nos bagages. C'est ça. Et c'est qu'on emmène toujours avec nous les problèmes ailleurs, et les gens, ils ont rien demandé, quoi. Ils ont pas demandé que les gens viennent avec leurs problèmes, surtout qu'ils les ramènent là-bas, quoi. Et malheureusement, très souvent, alors je dis pas toujours, mais souvent, on peut observer ces choses-là sur le terrain. Et c'est un peu le boulot de l'anthropologue, justement, c'est d'essayer de décortiquer ça et de voir qu'est-ce qui se passe sur place quand les gens ramènent ces problèmes-là. Et ça peut créer, évidemment, plein de soucis, quoi. Je veux dire,
Ça, c'est quelque chose on a tous des exemples comme ça en tête, hein. Et je veux dire, je pense que ça, il faut essayer de lutter contre, mais je pense que c'est d'abord l'individu, quoi, qui doit se remettre en cause. C'est pas la société, c'est pas le voyagiste, hein, ou je sais pas, la compagnie, ou je sais pas qui peut faire ça, ou l'hôtel, hein. C'est, c'est d'abord le personnage, hein, qui est un vrai personnage qui voyage et qui est vraiment au cœur de ce problème-là et qui doit être en capacité de se remettre en cause et de se demander, tiens, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis avec ces gens-là? Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Est-ce que c'est pas mieux peut-être d'écouter ce qu'ils racontent, de noter ce qu'ils disent, je sais pas, plutôt que de faire que des photos dans les coins, plutôt que de parler de mes soucis, plutôt voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a aussi, et peut-être si je peux ajouter encore un petit peu quelque chose Vas-y. pendant 1 minute, c'est quand même quelque chose qui paraît très important, c'est les vecteurs de rencontre. Pour éviter justement qu'il y ait ce côté, puisqu'on parlait du bon sauvage, c'est que pour sortir un petit peu de cette impasse, hein, du regard sur l'autre, hein, qui en fait ne mène à rien, sinon à véhiculer d'anciennes choses qui sont pas très bonnes, qui sont le colonialisme, voire le racisme parfois. Hein, parce que dire que l'autre est génial, hein, ça se voit beaucoup avec le Tibet par exemple. Hein, les Tibétains, qu'est-ce qu'on a pu encenser les Tibétains? Moi j'adore les Tibétains, mais on se calme, on se Il calme, je faut veux dire. voir les choses Hein, d'un point de vue réaliste. voilà, Ouais. il y a donc à un moment donné, il y a eu tellement, je dirais, de lobbying, hein, hollywoodien, mais aussi évidemment surtout global, on va dire, et que d'une certaine manière, il faut se calmer là-dessus, il faut prendre du recul et les Tibétains sont comme les Français et comme les Espagnols et comme les Brésiliens, quoi. Donc il n'y a pas de différence. À un moment donné, je pense qu'il faut toujours un petit peu mettre à plat ces choses-là. Et je pense que les vecteurs de rencontre qu'il faut privilégier sont les vecteurs les plus simples souvent, qui sont justement comme la nourriture, qui sont comme la musique, la danse, et je dirais surtout le sport, hein, par exemple. Hein, qu'on aime ou n'aime pas le sport, le sport c'est quand même assez génial parce qu'on n'a pas besoin de parler 36 000 langues, on n'a pas besoin voilà, et on peut tout de suite commencer à taper ensemble dans un ballon ou à jouer ensemble ou à jouer je sais pas, au ping-pong ensemble. Moi je me rappelle avoir joué avec des chamans au ping-pong, c'était génial, c'était la première entrée en contact en fait, hein, et ça crée des liens, quoi. Alors évidemment, les gens disent ça c'est bizarre, pourquoi ils jouent au ping-pong? Il y en a d'autres qui vont réagir, qui vont arriver, qui vont dire mais c'est n'importe quoi, pourquoi ils jouent au ping-pong? Parce que leur idée du chaman, c'est évidemment c'est pas ça. Et donc on Clairement. voit des exemples de ce type-là qui sont légion, hein, évidemment. Et je pense que se remettre en cause nos propres présupposés, nos clichés, pour essayer d'avancer ensemble, hein, en écoutant les uns et les autres, quoi. Voilà ce qui me paraît important. Ben, c'est génial. Écoute, ça fait déjà des bonnes pistes de réflexion en tant que voyageur, hein. On va méditer un peu là-dessus en attendant l'épisode 3 de l'Anthropodcast. On se dit à la prochaine. On va parler du voyage désorganisé versus voyage organisé. On Wow. aura certainement beaucoup de choses à dire. On va encore avoir de la peine à durer en 10 minutes. Mais voilà, très intéressant. Merci beaucoup, Michel. Et on se dit à la prochaine. Merci à toi.